Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau journal d'une lectrice avec ma petite moumoute. Il fait froid dehors, je pense qu'on est à -2, -3, mais c'est surtout qu'il fait froid chez moi. Comme je suis en télétravail toute seule, clairement je n'ai pas envie de chauffer toute la maison, donc il doit faire 14, 14 et demi. Je n'ai pas allumé la cheminée, donc autant vous dire que après le tournage de cette petite vidéo, eh bien je me ferai une bonne boisson chaude pour me réchauffer. Et puis je pense que je finirai quand même par allumer la cheminée. Bref, je vais essayer de reprendre mes bonnes habitudes que j'avais acquis sur très peu de temps, de vous prendre au fur et à mesure de mes lectures dans le mois pour que vous puissiez avoir différentes séquences vidéo. Ça vous permettra de trouver un peu plus de dynamisme peut-être sur ces longues vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit jeu de cartes que Laura m'a offert et qu'elle m'a confectionné de ses propres mains et ça m'a beaucoup touchée. Du coup, je vous montrerai le jeu de cartes que moi-même j'ai créé pour Lauriane, puisque le jeu que m'a offert Laura m'a beaucoup plu et m'a inspiré du coup pour faire celui de Lauriane. Je vous en parlerai juste après. J'ai envie de vous montrer ma pile à lire, ma pioche à lire plutôt, hein, parce que au vu de mon rythme de lecture, ma pioche à lire de janvier, même si je vous l'ai montré sur Instagram. Et je vais vous parler eh bien, de mes dernières lectures, de ma lecture en cours, enfin de mes lectures en cours d'ailleurs. Et puis bah, je vous reprendrai au fur et à mesure du mois pour essayer de vous poster cette vidéo fin janvier, début février. Alors, on commence tout de suite par le jeu de cartes que Laura m'a offert pour Noël. Donc, elle m'avait fait un colis avec beaucoup de gourmandises, un livre, etc. Je vous avais montré le livre que j'avais reçu, mais je ne vous avais pas montré son jeu de cartes, tout simplement parce que j'étais en train d'en faire un pour Lauriane. Et comme je sais qu'elle regarde ces vidéos, je ne voulais pas altérer un petit peu l'effet de surprise qu'elle aura quand elle ouvrira mon colis, qui devrait lui parvenir demain. Donc le temps que je finisse cette vidéo, que je la poste, elle aura déjà eu le jeu de cartes. Alors c'est un jeu de cartes pour définir sa prochaine lecture quand vous êtes un petit peu en errance devant votre bibliothèque ou juste parce que vous avez un peu envie de jouer. Donc du coup vous avez plein de cartes que vous pourrez dispatcher devant vous ou même mettre comme ça puis en tirer une seule, faire tirer un de vos proches ou autre. Et puis sur chaque carte, eh bien, il y a une petite inscription qui va vous permettre de choisir votre prochaine lecture. Alors par exemple, alors c'est un jeu de cartes personnalisé et c'est ça qui est génial. Donc c'est fait vraiment à la main. Euh, C'est-à-dire que, je pense qu'elle a utilisé Canva pour le faire, et puis derrière, eh bien, elle a fait ses petits découpages, ses petits collages, elle a plastifié tout ça et j'ai fait la même chose pour Lauriane. Moi, je vous montrerai mon jeu après. Je mets juste mes petits doigts sur les photos de mes proches parce que, voilà, vous savez, j'aime faire la distinction entre ma vie privée et puis la vie sur les réseaux. Donc, par exemple, cette carte, c'est un livre choisi par Ellie. Donc, Ellie, c'est Éléonore, c'est ma fille. Donc, voilà, si je tire cette carte, c'est Éléonore qui va devoir choisir ma lecture. Un livre choisi par Achille. Un livre choisi par Quentin, donc ça c'est mon conjoint. Et puis après, c'est vraiment un livre choisi au hasard, les yeux fermés. Le livre le plus vieux de ta pile à lire. Et vous voyez avec quel soin elle a choisi chaque image. Le livre le plus récent de ta pile à lire. Le plus gros. Le plus petit. Le livre d'une autrice. On a derrière le livre d'un auteur. Un livre dédicacé. Un livre en lien avec la saison en cours, une lecture commune, un graphique, un livre offert, un livre de ta maison d'édition préférée, un livre avec un prénom dans le titre, un ou une auteure jamais lu, le dernier service de presse reçu, un classique, un policier, sur la nature, une romance et le tome d'une saga. Celui-ci, il me va très bien au vu de mon challenge un mois une saga que j'ai renouvelé là cette année. Donc voilà, et du coup, moi j'ai trouvé ça... Ça m'a beaucoup touchée parce que je sais le temps que ça prend de faire les choses de ses propres mains, puisque je suis quelqu'un qui aime faire les choses pour les autres. Et donc j'aime bien quand je fais des colis de Noël ou autre de faire les choses moi-même. Il y a toujours un petit quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça peut être un shampoing solide en fonction de la nature du cheveu de la personne qui va recevoir le shampoing.
Ça peut être une pochette à livre cousu, ça peut être quoi d'autre je fais tellement de choses que ça peut être un petit marque-page fait à l'aquarelle, voilà. C'est pas des choses qui me demandent des heures et des heures, mais quand même, c'est quelque chose qui m'a demandé un peu de temps et je trouve que ça, c'est précieux. Donc vraiment, quand j'ai reçu ce jeu de cartes, déjà, j'étais jalouse de ne pas avoir, moi, eu l'idée pour Laura parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément et j'aurais aimé pouvoir lui faire cette surprise-là parce que quand je l'ai reçue, j'ai été très très émue de voir qu'elle avait pris le temps de faire tout ça dans son quotidien au rythme effréné. Et puis d'avoir pris le temps aussi de personnaliser, d'avoir été chercher les petites photos des enfants, de mon conjoint. C'est vrai on s'envoie énormément de photos, donc voilà, je vais vous montrer moi le jeu de cartes que j'ai fait pour Lauriane. Alors bon, ça vous intéresse peut-être pas, mais je me dis que en vrai, quand on aime la lecture, ça peut être vraiment sympa en fait, ce petit jeu de cartes. Alors il y a des jeux de cartes qui existent, hein, qui sont à vendre en librairie ou sur internet et autres, mais c'est vrai que quand on voit les tarifs, ben, on n'a pas forcément toujours les moyens de s'octroyer ce plaisir-là. Donc c'est vrai que pourquoi pas s'offrir à soi ou aux autres un jeu de cartes homemade, je trouve ça sympa. Je vais vous montrer du coup celui que j'ai créé pour Lauriane. Alors voilà le jeu que j'ai créé pour Lauriane. Donc il y a une catégorie genre littéraire. Là, vous voyez, j'ai utilisé des petites images et j'ai intégré un petit texte. Donc il y a romance, polar thriller, fantasy, fantastique, historique, puisque c'est les 4 genres, je pense, qu'elle lit le plus. Ensuite, il y a une catégorie intrigue. Donc là, j'avais mis une photo de son conjoint et de son fils. Et la thématique, donc c'était famille. Donc on pouvait choisir une saga familiale, des secrets de famille, une intrigue autour de la notion de found family. Ensuite, il y a l'intrigue saison, un livre dont l'intrigue se déroule au cours de la saison actuelle. Et là, du coup, j'ai mis des photos d'elle en vacances, un peu partout dans le monde et surtout au gré des saisons. Ensuite, il y a la thématique voyage, un livre dont l'intrigue se déroule à l'étranger. Donc là, j'avais mis une photo d'elle en voyage. Thématique Friends, un livre dont l'intrigue parle d'amitié. J'avais mis une photo d'elle avec ses amis qui étaient dans les studios de Friends. Donc j'avais trouvé le petit clin d'œil sympathique. Ensuite, une catégorie pâle. Donc il y a le plus petit livre de ta pile à lire, le plus vieux livre de ta pile à lire, le plus gros livre de ta pile à lire et le livre le plus récent de ta pile à lire. Ensuite, il y a la catégorie choix. Donc un livre choisi par une acolyte de lecture. Bah, là, bien évidemment, je n'ai pas pu résister à mettre une photo de Lauriane et moi. Ensuite, un livre choisi par Charles, c'est son conjoint. Un livre choisi par Gaspard, son fils. Un livre choisi par une amie. Et là, pareil, j'avais mis une photo d'elle avec des amis. Et enfin... une catégorie émotion, parce que vous le savez, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la lecture. Un livre qui te fait autant pleurer que quand tu visionnes Harry Potter. Et là, j'avais mis une photo d'elle qui pleurait, mais je pense que clairement, si je vous avais affiché cette photo-là d'elle, elle m'aurait détestée. Un livre qui te fait tellement flipper qu'il t'empêchera de dormir. Là, j'avais mis une photo de son conjoint et de son fils qui dormaient. Un livre qui te met autant en joie qu'à l'arrivée de ton premier 10 km. Donc là, c'est une photo de nous deux, puisque j'avais accompagné Lauriane sur sa première course officielle et c'était un 10. Ouais, on n'était pas peu fiers d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et puis, un livre cocooning qui te procure du plaisir. Voilà un petit peu pour les thématiques. Bon, j'aurais pu encore faire d'autres cartes, etc. Mais je m'étais dit qu'une vingtaine de cartes, c'était déjà pas mal. Voilà donc pour les jeux j'allais dire les jeux de société, les jeux de cartes, le mien et celui de Lauriane. Peut-être que ça peut vous inspirer du coup de votre côté. Alors, vous pouvez aussi tout à fait le faire complètement à la main, pas forcément besoin de Canva. Moi, je sais que j'avais fait sur Canva, j'avais fait le découpage, j'avais utilisé du papier cartonné illustré. Et du coup, bah, j'avais collé pour dire d'épaissir un petit peu les cartes et j'avais plastifié. Le fait de plastifier, ça permet quand même de protéger le jeu et de se dire il vivra très 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 longtemps et il pourra du coup nous accompagner dans nos lectures sur plusieurs années. Voilà, vous me direz du coup peut-être en commentaire si l'idée vous plaît. Je ne sais pas si je peux partager le pattern en fait que j'ai créé sur Canva. Je pense que si je vous l'envoie par mail, vous pourriez y avoir accès et puis peut-être personnaliser vous-même votre jeu de cartes à partir de ce que j'ai proposé. Sinon, si l'idée vous plaît, vous pouvez aussi aller juste sur Canva et marquer
jeu de cartes et vous aurez des modèles et après vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Bref, parenthèse terminée, mais dites-moi du coup si le principe vous intéresse. Et puis je me dis peut-être que dans les vlogs, quand j'utiliserai ce jeu, eh bien je le ferai en tournant une vidéo. Comme ça vous permettra de voir aussi un petit peu comment je choisis ma lecture en fonction de la carte que j'ai piochée. Voilà. Pour ce qui concerne les livres lus, la dernière fois, quand je vous avais fait le dernier journal d'une lectrice, je pense qu'on était aux alentours du 22 décembre. Et donc, du coup, je vous ai pas parlé de ma dernière lecture de décembre, qui est Meurtre et pudding de Noël. Donc, c'est le tome 11 de la saga Les enquêtes d'Anna Svensson de Joanne Fluke. Alors j'ai une nouvelle fois beaucoup aimé, je vais pas revenir sur cette saga de Cozy Mystery, je pense que si vous suivez ma chaîne ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu énormément passer. C'est une saga de Cozy Mystery où on va suivre Anna Svensson qui a une pâtisserie, en fait, un coffee shop, et qui a le don de toujours tomber sur des cadavres. Et à chaque fois, elle va mener l'enquête et souvent, elle embarque sa sœur et sa mère aussi dans les enquêtes. Bien évidemment, c'est toujours des personnes du village qui viennent d'arriver, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très local. Et dans cette intrigue-là aussi, il y a un triangle amoureux avec Mike et Norman qui sont le dentiste du village et le policier, le lieutenant, je ne sais plus exactement le grade de Mike, mais voilà, quelqu'un qui est dans la police. Et je dois bien dire que ce triangle amoureux me lasse vraiment, et donc je pense sincèrement arrêter la saga. J'aime bien la saga, c'est un moment doudou, un moment cocooning, mais ben, j'ai plein d'autres lectures en fait qui me procurent cette même émotion. Et je dois bien dire que là, je commence à me lasser un petit peu de retourner à Lake Eden, même si j'ai toujours apprécié mes lectures, mais clairement, le triangle amoureux me flingue, ça me fatigue à chaque fois de la voir les utiliser un peu une fois l'un, une fois l'autre, alors que clairement, vu des personnalités, il n'y a même pas de choix à faire en fait, mais bref. Et ce qui m'embête aussi, c'est que c'est une saga, je pense, qui a été écrite dans les années 2000, début 2000, je pense, pour les premiers tomes. Là, c'est le 11e tome et c'était en 2010. Donc, je pense qu'effectivement, c'était dans la fin des années 90, début des années 2000. Et donc, du coup, il y a quand même énormément de propos grossophobes. Je vous l'ai déjà dit, à chaque lecture, il y a toujours un passage où on va intervenir sur le poids d'Anna Svensson, sur le fait qu'elle ait pris du poids, sur le fait qu'il faille qu'elle se mette au sport. Et du coup, elle n'est pas bien, mais on sent qu'elle n'est pas bien au niveau de l'image corporelle parce que pression de la société, en fait, hein, et clairement, on le sait, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, etc., sont souvent déclenchés soit par des traumatismes, soit par eh bien un discours d'un proche qui est négatif et qui va du coup déclencher une aversion, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que mon conjoint est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et du coup on en parle quasiment quotidiennement. Et du coup voir des propos grossophobes à chaque tome, bah là en fait ça commence à me lasser également, à m'irriter un petit peu, même si à chaque fois je remets dans le contexte. Mais bref, je pense que je vais arrêter cette saga-là, j'en ai tellement en cours. Je suis contente d'avoir arrêté jusqu'au tome 11, mais clairement je crois qu'il y a une trentaine de tomes. Donc si je la continue, je vais encore continuer très 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 longtemps et je pense que voilà, je préfère m'arrêter avant que je ne prenne plus de plaisir à lire cette saga. Vous me direz, vous, où vous en êtes dans cette saga, si vous l'avez commencé, et si, comme moi, le triangle amoureux vous lasse, et si certains propos, du coup, vous font un peu lever les yeux au ciel. Je vais maintenant, donc ça c'était ma dernière lecture de décembre, donc ma dernière lecture de 2024. Je vais maintenant vous présenter ma pile à lire de janvier, ma pioche à lire de janvier. Et je vais vous dire un petit peu déjà où j'en suis, puisque aujourd'hui nous sommes, je crois, le 16. C'est ça, le 16 janvier. Donc, vous voyez, la moitié du mois est déjà passée. Donc, bien évidemment que j'ai un tout petit peu avancé dans cette pioche à lire. Alors, la nana est très très ambitieuse, hein. Voilà ma pioche à lire de janvier. Et je vais vous dire où j'en suis. Vous allez vous dire, ah oui, non, effectivement, tu ne liras pas tout.
Alors, je vais vous parler de la première lecture. Alors, c'est une lecture que j'ai faite à cheval entre décembre et janvier, donc je vais la compter en lecture de janvier. C'est La douce magie de Noël de Clarisse Sabart, qui est le tome 5, je crois, de sa saga. Enfin, est-ce que c'est une saga? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui, c'est le tome 5. Euh, de ses livres de Noël, de sa romance de Noël. En fait, à chaque fois, on retourne à Valno, et donc c'est vrai qu'on parle d'une saga, mais chaque tome est indépendant. Le premier s'intitule La vie est belle et drôle à la fois. Le deuxième, c'est La vie a plus d'imagination que nous. Le troisième est Nous danserons sous les flocons. Le quatrième, Sous un ciel étoilé. Et donc le tome 5, La douce magie de Noël. Alors, j'apprécie beaucoup Clarisse Sabart. Je dois dire qu'à chaque fois, je passe un bon moment de lecture, mais c'est assez rarement un coup de cœur. J'aime bien, ça se lit bien, c'est fluide. C'est le cas en tout cas pour tous ses autres romans. Le secret des agapantes, le tome 1, donc sa nouvelle saga, pour le coup, ça avait vraiment été un vrai coup de cœur. C'était une lecture vraiment addictive. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le tome 2. Pour ces romances de Noël, je dirais que j'ai découvert les romances de Noël avec Clarisse Sabart, avec du coup La vie est belle et drôle à la fois, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est ce qui m'a dirigée de temps à autre en fin d'année vers des romans de Noël. Donc c'est vraiment cette autrice qui m'a initiée aux romans de Noël, aux romances même de Noël. Et je dois dire qu'à chaque fois, je passe un super bon moment, donc c'est devenu un petit peu mon classique de fin d'année, même si c'est rarement un vrai coup de cœur, mais c'est toujours un bon moment où eh bien, on retrouve les codes en plus de Valno, c'est-à-dire qu'on va retrouver toute cette petite famille où à chaque tome, on va mettre le focus sur des personnages différents, mais on va retrouver les personnages principaux des autres tomes en tant que personnages secondaires dans le tome qu'on est en train de lire. On va retrouver la recette du lait de poule, on va retrouver l'ambiance aussi de Valno, ce petit village où tout le monde se connaît, où la neige envahit envahit les chemins, où il y a vraiment un esprit de Noël avec les sapins, avec les décorations. Enfin, voilà, l'esprit de Noël est vraiment très très présent et dans ce tome, eh bien, on ne déroge pas à la règle. On va suivre ici Emmeline qui trépigne d'impatience à l'approche des fêtes de fin d'année. Au programme, l'inauguration d'une magnifique grande roue sur la place du marché et le concours de la plus belle vitrine de Noël qu'elle aimerait bien remporter. Mais entre son job de serveuse à la L'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées filent et les nuits sont courtes. Il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour ranimer les tensions familiales. Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure un an plus tôt, fait son grand retour au village, le chaos est à son comble. De quiproquo en révélation fracassante, le réveillon de la jeune femme s'annonce très mouvementé, à moins que la douce magie de Noël vienne frapper à sa porte. Alors effectivement, donc là on va suivre Emmeline qui eh bien, élève sa petite fille solo puisque elle est tombée enceinte après une amourette, une aventure d'un soir et eh bien, elle a décidé de garder son bébé. Ça n'a jamais été une question pour elle. Et du coup, elle l'élève seule, mais c'est vrai que le quotidien est très 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 rythmé. Et elle adore la période de Noël. C'est le premier Noël de sa fille, donc elle a vraiment envie eh bien, de décorer son logement, de décorer la vitrine du restaurant dans lequel elle travaille. Enfin, vraiment, il y a vraiment vraiment cet esprit de Noël. On va parler du lait de poule, on va parler d'une nouvelle recette de chocolat chaud pour que ce chocolat chaud soit gourmand. Euh, mais on traite aussi de sujets plus délicats, comme effectivement le fait d'élever un enfant seul, et aussi de, comment dire, de la parentalité, en fait, de manière générale, comment annoncer au papa qu'il va être papa, comment agir face au silence, face à l'absence de réponse, qu'est-ce qu'on peut demander à l'autre quand c'est en fait un enfant cadeau, un enfant surprise. Alors, j'aime pas trop dire enfant surprise pour moi. Chaque naissance, chaque enfant est un cadeau, mais c'est vrai qu'en fonction du contexte dans lequel cet enfant arrive, parfois c'est pas perçu de cette manière-là et ça se comprend totalement. Mais voilà, il y a quand même des sujets forts qui sont abordés. Emmeline eh bien, un passé familial aussi qui est un petit peu compliqué. Elle revient à Valno après être partie pendant plusieurs années avec sa maman. Ses parents sont séparés suite à un drame familial et elle en a beaucoup voulu à son papa. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais ça montre aussi la complexité de la vie de famille. J'allais vous dire quelque chose, mais j'ai peur de vous spoiler, donc je ne vais pas vous le dire. Mais oui, je dirais que ça montre la complexité
des liens familiaux, ça montre également eh bien, la différence de réaction face à un drame, en fonction des ressources personnelles. Ça montre également la résilience. Enfin, il y a quand même quelques sujets assez profonds abordés, mais sans lourdeur. Ça reste une romance de Noël où on se sent bien, où on a envie que ça perdure, où on s'imagine vraiment le décor, c'est vraiment, immersif et ça fait, beaucoup de bien. Vraiment, moi, c'est devenu un de mes classiques de fin d'année. Je suis un peu «triste» entre guillemets parce que je sais déjà que l'année prochaine, il n'y aura pas de romance de Noël, elle le dit dans ses remerciements, puisqu'elle se consacre clairement, au tome 2 de sa nouvelle saga Le secret des Agapantes. Voilà donc pour ce que j'ai, pensé de ce roman-là. Dites-moi aussi, où vous en êtes dans cette saga, si vous l'avez commencé et ce que vous en pensez. Hem En ce qui concerne ma pile à lire de janvier, là je suis en train de lire, donc pour moi c'est réellement ma première lecture de janvier puisque j'ai dû le commencer le 2 ou le 3 janvier et que le Clarissa Bar s'était achevé entre décembre et janvier. Donc ma première lecture de l'année, c'est le tome 2 des Filles d'Irlande, les héritières de Dever Hill, qui est une saga de Santa Montefiore. Et j'adore, je suis tellement contente de retrouver, Kitty, de retrouver Cecilia, de retrouver Jack O'Leary, de retrouver Bridie, enfin bref, de retrouver tous ces personnages, qui m'avaient embarquée dans leurs aventures dans le tome 1. J'ai pas envie de vous lire le résumé du tome 2 parce que ça vous spoilerait le tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez l'Irlande, si vous aimez les secrets de famille, si vous aimez les amours déchus, si vous aimez les trahisons, les mensonges, les intrigues très très rythmées, si vous aimez ouais, l'histoire de l'Irlande avec la guerre d'indépendance, avec aussi la Première Guerre mondiale, je pense sincèrement que le tome 1 peut vraiment vous plaire et vous allez voir que vous allez instantanément vous attacher au personnage et donc du coup vous allez clairement vouloir lire le tome 2 au vu des dernières lignes du tome 1. Dans ce tome 2, je retrouve tout ce que j'ai aimé dans le tome 1, c'est-à-dire vraiment une intrigue très dynamique, il y a des retournements de situation tout le temps. Il se passe énormément de choses. On est très, très, très centré sur la mouvance des liens entre les personnages. Quand une trahison est terminée, mais chaque trahison est faite avec beaucoup de bon sens, c'est-à-dire qu'on se dit: «Eh, on sait que c'est pas bien, mais en même temps, c'est peut-être le scénario le moins catastrophique». Et bien, dès qu'une trahison est terminée, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour d'autres personnages. Enfin, on n'a pas de temps de repos. Il y a tellement de personnages sans qu'on s'y perde, mais il y a tellement de personnages qu'il se passe toujours quelque chose. Et dans ce tome-là, on va apporter 2 autres temporalités à celles qui étaient proposées dans le tome 1 puisque on va remonter dans les années 1600. Dans le tome 1, on sait que, eh bien, au château des Dever Hill, il y a eu une malédiction au XVIIe siècle. Et eh bien, on revient en fait sur cette malédiction dans ce tome 2. On est vraiment dans les années 1600 et on comprend un petit peu pourquoi il y a eu cette malédiction. Et alors, c'est pas une deuxième temporalité en fait qui est ajoutée, c'est dans la même temporalité que dans le tome 1, donc dans les années, enfin début du XXe siècle, pardon, mais on a un nouveau point de vue, un nouveau personnage arrive. Et quand on découvre le personnage, on se dit: «Ah ouais, OK, OK». Et vraiment, bah, j'adore. Là, je suis à la page 357 sur 530 et clairement, j'aimerais bien le terminer demain. On est vendredi demain et je suis en jour off puisque je suis à 80. Donc peut-être pendant la sieste d'Achille, si toutefois il accepte de faire les siestes, parce qu'en ce moment c'est compliqué, peut-être que j'arriverai à le terminer demain. Je l'ai commencé, vous voyez, le 2 janvier et on est le 16 et je ne l'ai pas terminé. Donc 15 jours sur un même livre, pour moi c'est très 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 long. Alors pour certaines personnes c'est la norme, on va dire, parce que c'est vrai qu'il fait quand même 530 pages. Mais d'habitude, il y a quelques mois, je l'aurais lu en une semaine. Et c'est vrai que je vois bien que comme mon rythme de lecture a diminué, je suis obligée de reprendre le même roman maintes et maintes fois. Je dirais que plus d'une dizaine de fois, je suis obligée de reprendre ce roman pour, pardon, le terminer. Et je vois bien que du coup,
la saveur de ma lecture est moins intense. C'est-à-dire que quand vous lisez un livre en 3 ou 4 fois, vous avez vraiment l'intrigue en tête, c'est très frais. Même le début du livre, vous l'avez vraiment en tête. Et donc, du coup, vous êtes vraiment immergé dans l'intrigue et vous avez envie de continuer. Il y a ce côté addictif. Là, le fait de l'avoir depuis 15 jours en main, je l'adore. Je sais que c'est un coup de cœur. Mais mes émotions sont beaucoup moins intenses parce que quand il se passe quelque chose, je me dis: «Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça avant et puis ça avant et puis ça avant» et du coup, je me refais le déroulé du livre. Ça me demande un peu plus de gymnastique et du coup, je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, je l'ai peut-être pas commencé au bon moment, parce que je savais que le mois de janvier allait être chargé, mais j'ai pas pu résister. Voilà, j'ai clairement pas pu résister et d'ailleurs, je suis en train de vous présenter ma pile à lire de janvier, mais j'ai oublié un livre que je vais prendre tout de suite. J'y pense parce que je vous dis que j'ai pas pu résister à la lecture là, du tome 2 des filles d'Irlande, alors que c'était peut-être pas forcément le bon moment. Mais je sais déjà ma prochaine lecture ensuite, et ça sera Où tu seras reine de Christelle Duchamp, parce que clairement, je ne vais pas non plus pouvoir résister à lire ce roman. Alors je pense qu'il est moins, oui, il est moins épais, il fait 320 pages. Mais à la base, il n'était pas prévu dans ma pile à lire de janvier, parce que je ne savais pas quand j'allais recevoir ce roman. Et je ne savais pas d'ailleurs si j'allais le recevoir ou si j'allais me le procurer, puisque Christelle Duchamp vient au salon du Polar de Lens. Je crois que c'est le week-end du 22-23 mars, et je vais à ce salon-là, j'y tiens. Et donc du coup, j'allais me le procurer là, puis finalement, bah voilà, j'ai eu la bonne surprise d'avoir ce roman-là en service de presse. Et donc du coup, il sort demain, le 17 janvier. Et clairement, je ne peux pas attendre. Donc oui, j'avais une pile à lire à la base de janvier, enfin une pioche à lire, mais je vais rajouter celui-ci. Donc ma prochaine lecture, ça sera celle-ci. Qui entre dans cette maison n'en ressort pas vivant. Maud, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Jusqu'au jour où Maud découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière. Un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maud se précipite dans la maison de son enfance. Commence alors une chasse au trésor funèbre qui va l'amener, pièce par pièce, à exhumer d'inavouables secrets de famille. Oh, j'ai trop envie de le lire tout de suite. Un jeu de pistes diabolique, un suspense insoutenable, une expérience de lecture inoubliable. Voilà. J'ai très envie de le lire. Alors, l'autrice avait fait un carrousel sur Instagram avec des photos et c'était des photos qui reprenaient les thématiques de son roman. Alors, il y avait le syndrome de Diogène, il y avait quoi d'autre? Une tâche de Rorschach, donc c'est tout ce qui a trait à la psychanalyse. Puis après, je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un truc mythologique, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, qui mange sa mère dans la mythologie, je ne sais plus qui. Bref, elle avait fait un teasing de fou. Et donc, du coup, j'ai très envie de le découvrir. Donc, vraiment, une fois que j'ai fini Les Secrets des héritières de Dever Hill, je vais lire celui-ci. Il y a un beau travail éditorial à l'intérieur. Donc du coup, j'ai vraiment envie de finir le tome 2 des filles d'Irlande vendredi pour commencer celui-ci ce week-end, en sachant que ma fille fête ses 4 ans avec ses copines ce week-end, qu'on n'est pas là dimanche, donc je vais pas forcément avancer de manière significative, mais au moins pour initier la lecture. Enfin voilà, il me donne vraiment très envie. Ensuite, en tant que lecture en cours, donc je vous l'ai dit, j'ai le tome 2 des filles d'Irlande et en audio, j'ai repris La Sœur du Soleil qui est le tome 6, je crois, oui, le tome 6 de la saga Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. Je ne vais pas représenter cette saga, tout le monde, je pense, la connaît. J'en suis à la page 504 sur 950. À chaque fois que je commence un tome des Sept Sœurs, je me dis oh pétard, je vais mettre 50 ans à le lire. Et en même temps, dès que je le débute, je suis prise dans l'intrigue. C'est jamais des énormes coups de cœur, mais pareil, j'adore, je passe un très bon moment de lecture. Et puis, ça a tellement attrait à des genres différents dans un même tome. On est sur de la saga familiale, on est sur des secrets de famille, on est sur du roman historique. Enfin voilà, il y a de la romance.
Donc, et puis on voyage clairement. Et du coup, à chaque fois, c'est un plaisir. Et du coup, bah, je continue cette saga avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que là, le fait de le passer en audio, ça me permet d'avancer dans cette saga. Parce qu'au vu de mon rythme de lecture, un livre de 1000 pages, je pense que ça me prendra à peu près un mois. Et je peux pas rester un mois avec un même livre. C'est pas dans mes habitudes et je sais que je n'y prendrai pas de plaisir. Après, chacun a son expérience de lecture comme il le souhaite, mais c'est vrai que rester un mois sur un livre, je ne pourrais pas. Je pense que je perdrai le fil au fur et à mesure et du coup, je ne prendrai pas forcément de plaisir. Mais voilà, je l'ai en lecture audio. Alors, je crois que je l'ai commencé au mois de novembre. Je crois que c'est au mois de novembre. Peut-être même avant, je ne sais plus. Et je l'avais arrêté parce que j'avais encore un crédit, enfin du crédit sur Nextory que je devais utiliser. Donc j'ai commencé numéro 2 de David Fuenquinos avec Nextory, sauf qu'entre-temps mon abonnement Nextory s'est arrêté. Donc là je reprends celui-ci sans avoir terminé numéro 2 de David Fuenquinos. Voilà. Dans ma pioche à lire de janvier, j'ai également Hasta la Vista Baby de Juliette Mercier, alias Stomy Buzy. C'est un road trip d'une malade pas imaginaire. Donc ça parle de la maladie de Crohn. Juliette, 24 ans, souhaite profiter de la vie, mais la maladie de Crohn et les médecins la freinent dans tous ses projets, surtout les médecins. Pas question de se laisser faire. Première étape, trouver un job de rêve pour financer son voyage secret. Deuxième étape, choisir une destination paradisiaque et économique. Troisième étape, prévenir le monde entier qu'il ne faudra pas trop souffrir de son absence. Direction l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est un roman graphique des éditions Le Duc. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et je sais que je vais prendre plaisir à découvrir cette histoire-là. La maladie de Crohn touche une de mes proches. Et du coup, je me dis que c'est une manière de s'informer en fait sur la pathologie, un peu moins conventionnelle. Et je me dis qu'en fonction de ce que j'y découvre dans ce roman graphique, je pourrais peut-être le donner à la personne concernée. Voilà, on verra ce qu'il en est. Ensuite, j'ai mis dans ma pioche à lire de janvier L'art meurtrier du Halo Halo, qui est le tome 2 de la saga La cuisine mortelle de Tita Rossi de Mia Manansala. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment. Là, j'ai commencé le tome 2. Alors, bien évidemment, j'ai pas mis de marque-page. Ça m'énerve. Mais je m'énerve. En ce moment, je fais ça. Ça fait plusieurs mois que je ne mets plus de marque-page dans mes livres. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai des marque-pages? Oui, par dizaines. C'est sûrement parce que je m'endors pendant ma lecture. Et du coup, mon compagnon souvent ferme mes livres, les met de côté et me souhaite une bonne nuit. Mais ça m'énerve parce que là, ça fait un moment que je l'ai commencé et du coup, je vais pas savoir où j'en suis. Alors que j'ai bien le début d'intrigue en tête, bref, c'est pas grave. Je regarderai ça juste après, mais c'est un livre que j'avais commencé au mois de décembre. Et puis, comme j'avais eu d'autres Cozy Mystery, comme celui de Karin Pitoki, et puis le tome 11 là, d'Anna Svensson à lire, c'était vraiment dans la thématique de Noël, etc. Donc j'avais mis en pause pour lire les autres Cozy Mystery. Donc là, j'ai bien envie de le reprendre en janvier pour pas laisser traîner ce service de presse en sachant que je pense que j'avais lu une cinquantaine de pages sur 350. J'ai encore bien l'intrigue en tête, donc il faut pas que je tarde à le reprendre. Je pense que ça sera ma lecture après le Christelle du Champ. Ensuite, dans ma pioche à lire de janvier, il m'en reste deux. Clairement, je pense qu'ils vont basculer sur février, mais voilà, on peut espérer que j'ai du temps à rallonge, que les journées fassent 48 heures au lieu de 24 et que potentiellement je pourrais intégrer ces livres-là dans mes lectures de janvier. Donc c'est The Fisherman de John Langan ou Langan, je ne sais pas trop comment on dit. C'est les éditions J'ai lu qui m'ont contacté pour le recevoir. Ils m'ont clairement dit si vous avez aimé... j'ai un trou. Si vous avez aimé Blackwater, voilà, excusez-moi. Vous aimerez ce roman, est-ce que vous souhaitez qu'on vous l'envoie? Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais bizarrement, il me fait peur. Est-ce que c'est la comparaison à Blackwater? Est-ce que c'est parce que quand j'ai lu le résumé, j'ai vu que c'était quand même une ambiance bien poisseuse, bien glauque. Et du coup, je suis peut-être pas dans le mood en ce moment, je ne sais pas. Il y a Madame Chachali Angie qui a commencé à le lire hier et qui a fait une petite story. Donc du coup, j'ai envoyé un petit message en lui disant j'apprends un peu la lecture, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Elle m'a dit qu'elle aimait bien le début, donc bon, ça me rassure un petit peu. Parce qu'en plus, c'est quand même un beau bébé de plus de 400 pages. Au nord de l'état de New York, dans les bois de Woodstock, Dutchman's Creek coule paisiblement. Une rivière poissonneuse, mais quasi inaccessible et bien plus profonde qu'il n'y paraît.
Ce matin-là, Abe et Dan, deux veufs liés par la solitude et l'amour de la pêche, décident de tenter l'aventure. Surpris par une pluie torrentielle, ils se réfugient au Herman's Dinner, dont le patron leur raconte l'incroyable histoire de Dutchman's Creek. Folklore, pense-t-il, pourtant ils appartiendront bientôt corps et âme à cette légende aussi ancienne que ténébreuse. Je n'aime pas du tout la couverture, je n'aime pas du tout le jaspage, la rouge. Ça c'est très personnel, hein, mais en fait, ce que j'avais bien aimé quand j'avais lu le résumé, c'est le fait que deux veufs se retrouvent et je me suis dit, ils vont sûrement parler de leurs blessures personnelles, du deuil qu'ils sont en train d'entreprendre, des ressources que ça leur demande, etc. Mais du coup, j'espère qu'on va pas être trop axé sur le côté fantastique, etc. On verra, on verra, on verra. Il est quand même au prix de 12 euros, donc c'est pas rien, c'est pas anodin. Et ensuite, j'avais reçu de la part de Flammarion un envoi sauvage happé par la mer d'Isabelle Schmitt. Et pour le coup, il me fait très envie. Bon, c'est pas un roman vraiment d'hiver et je suis plutôt une lectrice saisonnière, mais comme c'est un service de presse, pareil, j'ai pas envie de le laisser dans la pile à lire. Après avoir renoncé à la maternité, Gisèle fuit son nord natal et se retrouve à Plougasnou, un village breton aussi étroit que rassurant. Elle y coule des jours simples et prévisibles, une trentaine bien acceptée, un corps ni beau ni laid, un boulot de factrice sans secousse, aux côtés d'un homme lisse et parfaitement rasé. Mais son licenciement soudain est un électrochoc et le vide qui envahit son quotidien lui révèle les fragments de son passé. Est enfin venu le temps de ranimer son existence et ses désirs. De l'autre côté du bourg, un homme dialogue avec le répondeur d'une mystérieuse Clotilde. Il espère encore le retour de l'amour de sa vie, parti 5 ans plus tôt sans l'ombre d'une explication. Dans ce roman rythmé par les marées bretonnes et les histoires de village, l'enfance se dessine sur le sable. L'espoir s'accroche au rivage, seul l'amour et le temps ne peuvent pas s'amarrer. Voilà, c'est un premier roman de l'autrice, donc à voir, mais ça me tente bien. Il fait encore 400 pages, c'est des beaux bébés là en ce moment qui sortent, donc voilà, écoutez, je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai quand j'aurai terminé Les héritières de Dever Hill et quand j'aurai du coup commencé le Christelle du Champ. Et coucou, je vous reprends donc pour poursuivre cette vidéo. On est le 24 janvier, il est 9h30 du matin. Au vu de la luminosité, on pourrait croire qu'on est en début de soirée. Mais non, pas du tout. Le vent souffle, la pluie tombe. Pour rien vous cacher, je suis en bas de pyjama parce que j'étais trempée en conduisant ma fille à l'école. Donc là, j'ai l'air à peu près apprêtée. Mais en fait, voilà. Vous le savez, hein, ici, on est nature peinture. Bref, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de la pluie et le vent. Alors, depuis la dernière fois, j'ai eu le temps de terminer le tome 2 donc, des héritières de Dever Hill, qui est le tome 2 de la saga Les filles d'Irlande de Santa Montefiore. Je vous en ai déjà parlé dans la première séquence, donc je ne vais pas forcément m'étendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce tome 2 est à l'image du premier tome, c'est-à-dire très riche en rebondissements. Vous allez un peu passer par toutes les émotions, en tout cas oui, c'est ça, toutes les émotions par rapport au personnage. Il y a des moments où ils vont vous agacer, il y a des moments où ils vont forcer votre admiration parce que ils vont prendre des décisions qui ne sont pas simples. Je pense par exemple à Célia, qui peut paraître parfois, enfin en tout cas au début de ce tome, très naïve, et qui va finalement gagner en profondeur, gagner en maturité, qui va finalement aussi euh, tracer son propre chemin, pas forcément le plus simple, qui va devoir faire face à de multiples drames personnels, familiaux. Le tome 2, il est vraiment centré sur elle. On a encore bien évidemment Kitty et Brady, et on sent bien que le tome 3, en tout cas, c'est ce que j'imagine, que le tome 3 sera plutôt centré sur Brady. C'est quand même un trio de femmes qui, oui, j'ai envie de dire, qui force un peu l'admiration par rapport au contexte historique et par rapport à leur prise de position. Trois femmes complètement différentes, au destin complètement différent, et pourtant, voilà, qui font preuve de courage et d'audace. J'ai vraiment envie de lire le tome 3. J'espère simplement que ça va être à peu près crédible. Si vous avez lu le tome 2, peut-être que vous aurez aussi cette sensation que quand même les dénouements s'enchaînent, certes, mais parfois on est à la limite, pas de la crédibilité, mais
c'est quand même un peu gros en fait pour que chaque personnage vive autant de choses. Voilà, après ça reste un roman et je pense qu'il faut vraiment se laisser porter. En tout cas, voilà, trois héroïnes que j'aime beaucoup pour des raisons complètement différentes. Et on sent qu'en fait leur chemin s'entrecroise, puis se redivise et s'éloignent et de nouveau viennent à se re-rencontrer. Enfin voilà, moi c'est une saga que j'aime énormément et je pense que pour le troisième tome, on sera au début de la Troisième Guerre mondiale. Là, au niveau historique, on est plutôt sur le crash boursier, euh, sur le crash boursier américain, qui va avoir un impact sur l'ensemble des familles. Mais dans le troisième tome, je pense qu'on sera plutôt sur début de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça peut être super intéressant, surtout au vu de, comment dire, de la justesse de la plume en fait de l'autrice. C'est ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est à la fois un roman historique, c'est à la fois une saga familiale. Et tout est super bien dosé, la plume est vachement fluide. Enfin, c'est quand même des petits pavés, hein. Celui-ci faisait 540 pages, mais sincèrement, c'est un plaisir à lire, même si je l'ai lu sur 15 jours de temps. Mais encore une fois, on remet dans le contexte, j'ai 2 enfants en bas âge, je travaille, j'ai une grande maison qu'il faut entretenir, j'ai un terrain, enfin voilà, j'ai une vie très très active et donc j'ai pas forcément toujours le temps de me poser comme je le souhaite pour lire. Mais si vous vous disposez davantage de temps pour lire quotidiennement, je pense sincèrement que en 4-5 jours, il peut être lu tellement il est addictif en fait, de par le rythme insufflé, je vous l'ai dit, par les dénouements, par le fait que ce soit aussi un roman choral. Voilà, en tout cas une très très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 3 qui sortira, je pense, ouais c'est ça, en juin 2025. Entre-temps, je vous avais dit, hein, je vais vous reprendre quand j'ai terminé Les filles d'Irlande, le tome 2, et puis quand j'aurai commencé le Christelle Duchamp, et en fait je l'ai déjà terminé. Donc Où tu seras reine de Christelle Duchamp, qui a été édité aux éditions Verso, qui est un label du Seuil, enfin des éditions Seuil. Je vous lis le résumé et je vous dis tout de suite après ce que j'en ai pensé. Qui entre dans cette maison n'en ressort pas vivant. Maud, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Jusqu'au jour où Maud découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière. Un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maud se précipite dans la maison de son enfance. Commence alors une chasse au trésor funèbre qui va l'emmener, pièce par pièce, à exhumer d'inavouables secrets de famille. Ce roman, je pense que je ne suis pas prête de l'oublier. Alors, c'est une vraie découverte pour moi, Christelle Duchamp. Je n'avais encore jamais lu de roman de l'autrice. C'était pas faute d'avoir envie, mais c'est juste que voilà, j'ai jamais eu forcément l'occasion de m'y pencher. Et c'est chose faite. Et waouh! Alors, je veux pas dire de gros mots, j'ai pas envie, mais j'ai vraiment envie de dire Bordel. Une grosse claque pour de multiples raisons. Euh, Là, j'ai envie de tout de suite dire la qualité de la plume, la qualité de l'immersion, la qualité des profils psychologiques, l'attachement au personnage. Je m'explique un peu plus. Donc vous l'aurez compris, on va suivre Maud, 25 ans, qui a une relation fusionnelle avec sa mère, on peut même dire une relation toxique avec sa mère, et sa psychiatre lui dit que voilà, si elle veut s'épanouir personnellement, elle doit prendre ses distances, et donc il est conclu qu'elles arrêtent de se donner des nouvelles pendant une semaine, sauf que au bout d'un moment, sa mère l'appelle pour lui dire je l'ai tué. Et donc là, Maud auront complètement le contrat entre guillemets et va chez sa mère pour découvrir ce qui se passe. Et là, elle arrive vraiment dans une maison, donc c'est la maison de son enfance, dans une maison, comment dire, qui s'apparente clairement à l'enfer. J'ai pas envie de vous dire beaucoup de choses sur ce roman parce que j'ai lu des chroniques qui spoilaient énormément, ne serait-ce que par les mots-clés qu'on veut mettre sur les chroniques Instagram.
J'ai juste envie de vous dire que dans ce roman, il est question de santé mentale, même de maladies psychiatriques, de relations effectivement toxiques. Il y a beaucoup de trigger warning, donc c'est vraiment pas un livre à lire si vous avez envie d'une lecture légère, si vous avez envie d'une lecture confort, dodo, ne lisez pas ce roman. Par contre, si vous avez envie d'une lecture malaisante, où vous vous sentez vraiment en inconfort, ou vous êtes dans une ambiance poisseuse, anxiogène, si les scènes, j'ai pas envie de vous décrire les scènes, mais si vous n'êtes pas sensible à tout type de scène, que ce soit, je peux pas vous le dire. Euh, Bref, si vous n'êtes pas sensible à tout ce qui peut être abordé dans les romans noirs, alors allez-y, clairement. Parfois, j'ai envie de... Je vous ai déjà parlé de Cédric Cyr, où je vous ai dit, ah, c'est quand même particulier, enfin, moi, j'apprécie, mais... Eh ben, presque Cédric Cyr est un enfant de cœur à côté de Christelle Duchamp, voilà. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, il va être question de santé mentale, de maladies psychiatriques, de liens toxiques. Il va être question de confusion entre la réalité et la construction mentale, de tout ce que le cerveau est capable de mettre en place pour se protéger, pour survivre, on va dire. Il est question de tellement, tellement, tellement de choses, mais le gros point, gros point positif, enfin il y en a plusieurs, je vous l'ai dit, mais le gros point positif de ce roman, c'est vraiment le sentiment malaisant tout au long de la lecture. Et pourtant, c'est pour vous montrer à quel point quand même on est un peu barjot, c'est que malgré le sentiment malaisant, il y a un côté tellement addictif parce qu'on a un esprit super curieux qui nous donne envie de poursuivre la lecture tout en n'étant pas bien du tout à la lecture, mais pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe, pour comprendre le dénouement, parce qu'il y a une sorte de petite enquête à l'intérieur. Hein. Maud arrive chez sa mère et elle veut comprendre ce qui est arrivé. Elle veut savoir qui. Donc elle connaît du coup la meurtrière, c'est sa mère, mais qui elle a tué, elle n'en sait rien. Donc il y a vraiment une enquête qui se déroule. Et on va donc suivre au fur et à mesure de ce roman Maud qui va, pièce par pièce, faire des découvertes de plus en plus macabres, de plus en plus funestes. Et donc on va avoir à chaque fois une pièce de puzzle en fait, à chaque pièce pour à la fin avoir le puzzle global et le final est juste, ça nous met au sol, c'est clairement bluffant. Alors vous le savez si vous me suivez, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, donc la maladie psychique c'est quelque chose que je connais très bien sur le plan professionnel et il y a une justesse dans la manière d'aborder la maladie mentale, la santé mentale, où vraiment on sent bien que pour Maud, euh, il y a des difficultés à comprendre ce qui est vraiment réel, ce qui a trait à ces constructions mentales. Et donc même nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas trop comment se positionner et en même temps on se laisse embarquer en fait dans cette semi-vérité ou en tout cas dans cette semi-construction, c'est pas trop, mais moi je me suis vraiment laissée embarquer par Maud et dès le départ, ça va peut-être vous sembler bizarre pour ceux qui l'ont lu, mais je me suis vraiment, vraiment, vraiment attachée à Maud où j'ai senti le mal-être profond euh, dont elle souffrait et du coup j'avais envie de l'accompagner en fait sur cette découverte, de lui dire que j'étais là pour lui tenir la main et que quelles que soient les découvertes qu'elle ferait, eh ben, je serais là pour l'écouter et pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais ça, voilà, ça c'est mon côté psy. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, j'ai trouvé ça peut-être un peu particulier parce que c'est une plume atypique, très très singulière, mais dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup de, je sais pas si on peut appeler ça personnification en termes de figure de style, mais par exemple, je me souviens d'une scène où il y a un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle est presque vu comme un monstre qui se nourrit de la saleté, etc. Il y a beaucoup de scènes de cet ordre-là où j'ai l'impression qu'on personnifie un petit peu les choses. C'est une plume, je trouve, très 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 poétique, presque lyrique. C'est très 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 beau dans un univers très très sombre, très macabre. Et donc du coup, il y a vraiment cette distorsion, enfin cette ambivalence entre la beauté de la plume et puis les découvertes qu'on fait.
Il y a aussi beaucoup de références à la psychanalyse. Enfin voilà, moi je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, mais attention, c'est pas pour tout le monde. Si vous aimez les thrillers, les romans noirs, un peu gore dans certaines découvertes ou dans certaines scènes, vous allez apprécier. Par contre, si vous êtes plutôt sur des thrillers psychologiques un peu domestiques, mais tranquille ou bilou, c'est pas ce qu'il vous faut. Mais enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère rencontrer l'autrice au mois de mars, puisqu'il me semble qu'elle va à Polar-Lens. Et Lens, c'est la ville où je travaille, puisque je travaille au centre hospitalier de Lens. Et j'ai bien envie d'aller la voir pour pouvoir discuter de ce roman et pour voir un petit peu quel roman elle me conseille pour poursuivre de découvrir sa plume, pour poursuivre la découverte de sa plume, en sachant que celui-ci, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Mais quel pouvoir immersif, clairement, je vais le redire, mais Maud entre dans une maison où clairement c'est la maison de l'enfer. Et, et ça va stimuler tous vos sens. Vous allez sentir la puanteur, vous allez visualiser ce qu'elle visualise et donc du coup vous allez potentiellement avoir des hauts le cœur. Enfin vraiment, moi je me suis sentie mal à l'aise, pas que émotionnellement en fait, je me suis vraiment sentie mal à l'aise physiquement, corporellement, où vraiment parfois c'était... Enfin, ouais, j'étais pas très bien, mais pour mon plus grand plaisir, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Mais voilà, attention quand même à ce que vous lisez sur Instagram. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de spoil. C'est mon avis, c'est juste que on découvre la personnalité de Maud et le mal dont est atteint certains personnages au fur et à mesure de la lecture, et parfois les mots-clés sont utilisés pour parler déjà des pathologies dont on va parler là-dedans, et je trouve ça un peu dommage. Donc bon, je vous en dis pas plus, moi j'ai beaucoup aimé. Vous me direz si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. J'ai lu un peu sur Instagram que l'autrice prenait encore un nouveau tournant avec ce roman-là. Euh, mais pour ça, il faut que je lise les autres romans pour m'en rendre compte. Donc voilà, si vous avez déjà lu du Christelle Duchamp et que vous avez bien aimé certains de ses romans, n'hésitez pas à me les conseiller. Je pense que j'allais dire Le sang des Belasco. Bah oui, c'est ça, c'est L'art du meurtre, Le sang des Belasco. Délivre-nous du mal et l'île des souvenirs, ses précédents romans. Donc voilà, je vais vous dire une dernière fois que je l'ai beaucoup aimé. J'ai poursuivi ma lecture de La Sœur du Soleil, donc qui est le tome 6 des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'en suis à la page 800 sur 940, donc j'en vois le bout. Donc j'écoute en audio, mais je l'ai commencé il y a un petit moment et je l'avais arrêté pour écouter numéro 2 de David Fuenquinos, d'ailleurs que j'ai terminé, mais je ne l'ai pas avec moi, donc je vous en parlerai à la prochaine séquence. Et j'avais eu du mal à reprendre. Là, je m'y suis remise début de semaine et dès que je suis en trajet, en voiture, je me le mets et j'ai vraiment envie de poursuivre la découverte de l'histoire de Star. Pourtant, c'était clairement pas gagné. C'était pas la sœur qui me tentait le plus, mais je pense que comme beaucoup de lecteurs et lectrices, où voilà, on nous dépeint Star dans les autres tomes, comme la sœur polyaddicte, mannequin, un petit peu hautaine, etc. Et donc c'est vrai que ça donne pas trop envie de la connaître, et pourtant, elle est tellement attachante, et l'histoire de ses ancêtres, eh bien, donne... Enfin, oui, l'histoire de ses ancêtres est aussi super intéressante. L'histoire de sa grand-mère de sa grand-mère et de celle qui a élevé sa grand-mère, puisque, enfin voilà, je vais pas vous en dire plus si vous l'avez pas lu, mais oui, c'était pas gagné, et pourtant, je pense que ça pourra potentiellement être l'un de mes tomes préférés. Alors, à chaque fois que je lis un tome, je me dis, ah, celui-ci, je l'aime beaucoup, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai en tête le tome 4 avec Tiggy. J'ai en tête, non, c'est La Sœur à la Perle, le tome 4 que j'ai beaucoup aimé, le tome 5 avec Tiggy, celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, donc le tome 6. Celui que j'ai le moins aimé finalement, les deux que j'ai le moins aimé finalement, c'est les tomes 2 et 3. Je sais pas vous, où vous en êtes dans cette saga. Je suis désolée parce qu'il y a Litchi qui veut rentrer. Je sais pas où vous en êtes vous dans cette saga. Vous me direz quel est votre tome préféré.
Moi, j'ai du mal à me décider parce qu'en même temps, le tome 1, ça a vraiment été la découverte de la plume de l'autrice et bah voilà, du coup, j'ai un petit coup de cœur aussi pour ce tome 1, mais parce qu'il marque la découverte de la plume. Euh, Tome 2, j'ai trouvé le début trop lent, les 100 premières pages qui reprennent vraiment toute l'histoire de Passault, etc. Enfin, on l'avait bien compris déjà dans le tome 1. Mais une fois les 100 premières pages passées, j'avais quand même beaucoup aimé l'histoire de cette deuxième sœur. Et le tome 3, même si dans un univers littéraire, etc., il m'a pas transcendé. Euh, je vais ouvrir à mon chien qui fait le loup et je reviens. Alors, je vous ai dit qu'elle était dehors, mais non, sinon j'y serais allée beaucoup plus rapidement. En fait, elle était à l'intérieur et elle voulait sortir, à voir, elle apprécie la pluie et le vent, bref. Donc, vous me direz, pour les 7 sœurs, quel est votre tome préféré. Et du coup, j'arrive tout doucement vers la fin de cette saga. Il me reste quand même 2 tomes. Mais j'appréhende un petit peu le dernier tome parce que les avis sont méga mitigés. J'avais assisté à la conférence d'Harry Whittaker, le fils de Lucinda Riley qui a écrit le dernier tome de la saga. Et ça m'avait vraiment donné envie de remettre le pied à l'étrier et de continuer cette saga. Mais c'est vrai que les avis sont tellement divergents que j'ai un peu d'appréhension. Certaines personnes disent qu'elles ont eu les réponses à toutes leurs questions, d'autres non. Certaines mettent en avant la toxicité finalement de Passault. Enfin, donc bref, vous me direz sans me spoiler ce que vous en avez pensé de cette fin de saga si vous l'avez déjà terminé. Et enfin, j'ai repris la lecture de L'art meurtrier du Halo Halo de Mia Manansala, pardon, qui est le tome 2 de La cuisine mortelle de Tita Rossi. Je vous en ai déjà parlé, alors je sais plus si c'est sur cette vidéo ou sur celle d'avant, mais voilà, c'est un cozy mystery qui se passe dans l'Illinois. On va suivre en fait une famille philippine qui a un restaurant et on va surtout suivre Lila qui est la nièce en fait de Tita Rossi qui est en train de créer sa petite société, donc un café avec 2 de ses amis. Et bon, là, dans ce deuxième tome, et c'était également le cas pour le premier tome, elle tombe toujours sur des cadavres. C'est un peu à l'image d'Anna Svensson, on va dire. J'avais arrêté ma lecture, je l'avais commencé au mois de décembre, puis je l'avais arrêté pour commencer le tome 11 des enquêtes d'Anna Svensson, puisque c'était une intrigue qui se passait aux alentours des fêtes de Noël, et en plus c'était une lecture commune avec la team du Cherche Midi. Il y a plus d'un mois du coup qui s'est passé entre le début de ma lecture et maintenant. J'avais lu une 60aine de pages et sincèrement j'ai repris la lecture sans problème. C'est vraiment quelque chose de très fluide, de très facile à lire. Là on va être dans un contexte de concours de beauté. Donc ça me fait aussi un peu penser à la saga de Face Martin, les enquêtes de Loveday Rider. Je crois que c'est le tome 4 où ça se passe, ou le tome 3 où ça se passe aussi dans un concours de beauté. Euh, donc on va voir ce que ça donne, mais là sur les 100 premières pages, il y a déjà un cadavre qui a été retrouvé, donc je pense que le rythme qui s'annonce là va être assez dynamique. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Ce que j'apprécie dans cette saga, c'est qu'en fait vous avez une page écrite par l'autrice où il y a des trigger warnings. Et ça, j'adore parce que ça montre un petit peu que même si c'est un cozy mystery, on peut aborder des sujets importants, des sujets même de société, d'actualité. Et ça montre que c'est pas forcément toujours des lectures légères. Et l'autrice avait déjà fait ça sur le premier tome et j'avais vraiment apprécié. Je vous lis un petit passage de la note de l'auteur. Cela reste un cozy mystery, garni d'humour, de cuisine, d'amour et d'un happy end. Mais je tenais à vous prévenir, cher lecteur, au cas où vous ne seriez pas dans le bon état d'esprit pour aborder ce livre. Si vous préférez éviter tout divulgachage, arrêtez là votre lecture. Sinon, j'aimerais ici vous avertir. Donc vous passez si vous n'avez pas envie de savoir un petit peu les thèmes qui seront abordés. Sont abordés dans ce roman l'état de stress post-traumatique, la grossophobie, les problématiques de fertilité ou de grossesse, le comportement prédateur, le chagrin persistant, la mort parentale qui survient pendant l'enfance et les attitudes méprisantes vis-à-vis de la santé mentale. Voilà, et si on pouvait mettre des trigger warnings un peu dans tous les livres, ça serait peut-être pas plus mal, sans divulguer
voilà, tous les dénouements, les grosses thématiques, tout ça, mais peut-être dire attention pour les personnes sensibles, c'est peut-être pas forcément le livre adapté, enfin je sais pas. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez des trigger warnings en début de livre. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez ça trop spoilant et du coup vous n'avez pas forcément envie? Enfin, vous me direz. Mais j'aime beaucoup cette autrice, enfin en tout cas le tome 1 je l'avais beaucoup aimé parce que c'est super frais, c'est très dynamique, les personnages sont hauts en couleur, ils sont un peu même atypiques et c'est super inclusif. J'ai pas envie d'en dire plus, mais il y a un vent de fraîcheur quoi, dans ce Cozy Mystery qu'on retrouve pas forcément sur tout ce qui est Anna Svensson, Agatha Raisin ou autre, parce qu'ils ont été écrits dans les années 90 ou début 2000. Et donc ça change un peu, on sent vraiment que c'est un Cozy Mystery très contemporain qui fait du coup attention, comme je vous l'ai dit, au sujet actuel, au sujet de société, etc. Voilà un petit peu où j'en suis donc dans mes lectures. Je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir repris un bon rythme. Alors en fait j'ai cette impression-là juste parce que j'ai passé 15 jours sur les héritières de Dever Hill et donc du coup avoir lu le Christelle Duchamp en, je pense que j'ai lu en 3 jours, je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qui t'arrive Manon, qu'est-ce qui t'arrive et puis il faut aussi dire que j'avais entamé beaucoup de lectures en novembre-décembre que je n'avais pas terminé, que j'avais mis sur pause pour différentes raisons. Et donc là, bah, je les ai terminées. Donc c'est le numéro 2 de David Fuenquinos. Là, j'ai quasiment terminé ce gros pavé. Mais voilà, c'est parce que je les avais commencé bien en amont. Voilà, je vous laisse là pour le moment. Et puis je vous reprendrai en fin de mois, donc la semaine prochaine. Et je vous dirai où j'en suis dans mes lectures en cours. Hello, je vous reprends pour clôturer cette vidéo tout juste à temps puisqu'on est le 31 janvier. Je suis sur la pause du midi. J'assiste aujourd'hui à une conférence de neurologie en visio. Donc voilà, j'ai un petit temps là pour vous parler de mes dernières lectures. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais dans le début de L'Art meurtrier du Halo Halo, qui est le tome 2 donc de la saga Cozy Mystery, la cuisine mortelle de Tita Rossi de Mia Manansala. Je vous l'avais expliqué, je l'avais commencé en décembre, puis je l'avais arrêté et donc je l'ai repris là, mi-janvier, je l'ai terminé et mon avis ne change pas sur cette saga. C'est vraiment une saga de Cozy Mystery super contemporaine où on essaye de représenter l'ensemble de la société avec les difficultés que chacun peut rencontrer aussi, avec tout ce qui est stigmatisation, toutes les complexités aussi dans les relations interpersonnelles. C'est super frais, c'est voilà, on est dans une famille philippine, enfin donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, ça sera pas ma saga de Cozy Mystery Chouchou et je dois même bien vous avouer que en lisant ce tome 2 pourtant que j'ai apprécié, je suis en train de me poser la question de mon attrait pour le genre Cozy Mystery en ce moment. Vous le savez, c'est l'un de mes genres préférés et pourtant là bah, j'ai peut-être un peu trop enchaîné les Cozy Mystery avec Anna Svensson, etc. Parce que bah, je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais voilà, j'avais envie de lire autre chose en fait. Quand j'y retournais, je me disais oh là là, et en fait il me fallait quelques pages pour me remettre dedans. J'ai presque été même tentée d'aller voir le dénouement sans lire certaines pages. Et ça me ressemble pas du tout. Et je n'ai pas du tout envie d'être dans ce type de consommation, vous le savez. Moi, je veux vraiment que la lecture, ce soit un plaisir et j'ai pas envie de lire parce que je dois lire quelque chose. J'ai vraiment envie que ce soit un moment pour moi, un moment de détente. Et là, oui, j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui tiquait, mais c'est pas du tout lié au roman, c'est plus lié à mes envies littéraires actuelles. Et donc, je pense que je vais faire une bonne pause là dans les Cozy Mystery avant d'en reprendre d'autres. À l'exception, bien évidemment, des détectives du Yorkshire, parce que ça, c'est ma saga Cozy Mystery chouchou. Mais voilà, par exemple, là, j'ai vraiment décidé d'arrêter la saga d'Anna Svensson, des enquêtes d'Anna Svensson. Je sais que voilà, stop, j'ai lu les 11 premiers tomes. C'est bon pour moi et j'ai peur vraiment de faire une overdose de saga et je suis même en train de me questionner de manière générale sur la présence des sagas dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup les sagas, mais peut-être qu'en ce moment j'en ai un peu trop, même si j'en ai moins que l'année dernière ou encore l'année d'avant. Mais je sens bien que je finis par lire les tomes
presque de manière automatique, où je me dis: «Ben, voilà, tu as commencé cette saga, il faut la poursuivre». Donc peut-être que je me reposerai un petit peu devant ma bibliothèque pour voir quelle saga vraiment, me donne encore envie, heu et quelles sont les sagas qui me donnent moins envie et pas que dans le Cozy Mystery, vraiment de manière, générale. Tout à l'heure, par exemple, on a reçu le programme des éditions, Charleston pour, février-mars ou mars-avril et il y a un roman qui me tentait vraiment beaucoup et quand j'ai lu le premier tome de saga, je me suis dit: «Bah non, stop, n'y va pas parce que tu as déjà plein de sagas en cours qui peuvent en plus ressembler au niveau du pitch». Donc voilà, vous me direz si de temps en temps, vous aussi, vous avez, cette réflexion de: «Ah bah tiens, c'est une saga donc je vais peut-être pas y aller» ou est-ce que vous avez aussi cette réflexion de: «J'ai peut-être trop de sagas en cours, je les lis peut-être de manière un peu trop automatique». Voilà, vous me direz. Mais je pense que je vais continuer cette saga-là, mais en fait, j'ai plus l'impression que c'est une saga faite pour l'été, au vu de l'ambiance qui y est attribuée alors que non, en fait, je pense qu'en fonction des intrigues, et cetera, on ira un peu, dans toutes les saisons. Mais, là, le prochain, ils disent pas la date, c'est juste marqué prochainement, ça sera l'art, pardon, meurtrier du Bibinka. Je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est vrai que la date, n'est pas donnée, mais, je verrais bien une lecture, je dirais, ouais, cet été, fin de printemps, début d'été pour le tome 3. Mais là, je pense sincèrement que je vais faire une pause dans les Cozy Mystery parce que sinon, j'ai peur que je finisse par ne plus y retourner. J'ai également terminé La Sœur du Soleil, qui est le tome 6 de la saga Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. Je ne vous présente plus la saga, je pense que vous l'avez vue et revue sur les réseaux sociaux. Peut-être même que vous l'avez terminée. Si c'est pas le cas, vous l'avez peut-être commencé, mais je pense que vous êtes assez rare à ne pas du tout avoir succombé à, comment dire, à la hype de cette saga. Pour le coup, c'est, bah, vous voyez, je vous parle de saga et là, je vous dis que je suis encore dans la lecture d'un tome de saga, mais pour le coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié, l'écoute de ce tome puisque je l'ai, principalement, lu, en audio, donc je l'ai principalement écouté et j'ai sincèrement vraiment adoré. Pourtant, c'était pas gagné avec Star, qu'on nous dépeint sur les 5 premiers tomes comme vraiment la sœur, acariâtre hautaine, qui est vraiment, dans le mannequinat, donc avec, tous les préjugés et tous les stéréotypes que ça peut enclencher, dans notre visualisation de la personnalité de Star. Et finalement, on découvre, eh bien, une femme, complètement, perdue, qui était, dans une dynamique d'autodestruction à travers, ses multiples addictions et qui va, enclencher le parcours de prise en soin de soi et dans ce parcours-là, eh bien, il va y avoir la recherche de ses origines et donc on va arriver au Kenya, on va voyager, un peu à travers, le monde, plus particulièrement les États-Unis aussi. On va arriver à Harlem et on va comprendre pourquoi finalement Star est arrivé aussi sur ce terrain d'addiction. J'ai également beaucoup apprécié la partie passée, l'immersion dans le contexte historique est vraiment super bien amenée, c'est toujours super bien dosé. J'ai adoré tout ce qui a trait à la culture afro-américaine. Bref, vous l'aurez compris, ça a été une très belle écoute. Je ne peux pas, encore une fois, dire que c'est mon tome préféré, mais voilà, je me dis qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru entre l'appréhension que j'avais à découvrir ce tome et finalement, eh bien, le bonheur que j'en retire de l'avoir découvert. Euh, j'ai tellement bien aimé ce tome que j'ai décidé d'enchaîner avec l'écoute du tome 7, donc La Sœur disparue. Je me suis rendu compte que je l'avais acheté 2 fois en audio. Puisque j'ai 2 comptes Audible et je l'avais acheté une première fois il y a quelques mois en me disant: «Bah, de toute façon, je pense que cette saga, je vais plutôt l'écouter plutôt que de la lire au vu de mon rythme de lecture». Et puis, début de semaine, j'ai dû, donner cours à l'université catholique de Lille et je n'avais plus de lecture, audio. Enfin, j'en avais encore une, mais il me restait 30 minutes, ben, avec, celle-ci et du coup, je me suis dit: «Je vais tout de suite acheter, le suivant pour, ne pas être, en panne entre guillemets de lecture audio sur la route». Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte a posteriori, une fois que j'avais acheté, que je l'avais déjà. Bref, c'est pas grave.
faut que je fasse attention. Donc voilà en tout cas pour mes dernières lectures de janvier. Donc mon mois de janvier se clôture avec ces 2 lectures. J'ai envie de vous faire un point sur mes réceptions et sur mon achat, puisque oui, j'ai acheté un livre. C'est assez rare pour que je vous en parle. Je dois acheter moins de 10 livres, je pense, à l'année, parce que j'ai aussi la chance d'en recevoir pas mal. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors si vous me suivez sur les réseaux, enfin sur Instagram, vous allez savoir de quel livre je vous parle. Si c'est pas le cas, vous allez sûrement être étonné du livre que j'ai acheté. Alors j'ai reçu, c'est pas marqué dans les livres, de Julien Rampin, édité aux éditions Charleston. Je vous lis le résumé que je ne connais même pas puisque quand je l'ai vu sur le catalogue, en fait, je l'ai tout de suite demandé parce que c'est Julien Rampin et que j'aime beaucoup cet auteur et l'homme qu'il y a derrière l'auteur. Depuis que son mari l'a quittée, après 40 ans de mariage, Colette cherche par tous les moyens à combler sa solitude. Alors, le jour où on lui propose de rejoindre un club de lecture dans la bibliothèque de son quartier, elle saute sur l'occasion. Dès la première réunion, elle constate que les membres sont plutôt hétéroclites. Parmi eux, il y a Lucie, l'étudiante introvertie, cachée derrière sa surprenante mèche rose, Sacha, le trentenaire élégant, à l'optimisme trop débordant pour être complètement sincère, Pétronie et Caroline, les 2 collègues qui n'arrêtent pas de se chamailler, et Madame Germaine, la vieille dame narcoleptique qui s'endort toujours avant la fin de la séance. De débats enflammés en révélations fracassantes, ces amateurs de littérature vont nouer des liens inattendus et surtout découvrir ce qui n'est pas marqué dans les livres. À travers des personnages attachants et pleins d'humanité, le nouveau roman de Julien Rampin célèbre le pouvoir des livres sur nos vies. Alors il m'a mis une petite carte à l'intérieur. Cher Manon, encore un roman pour agrandir ta palle. Bonne lecture, Julien. Alors Julien, pourtant tu me connais, on échange de temps en temps. Ce roman-là, il va pas passer par ma case pile à lire, c'est impossible. C'est-à-dire que là, je vais finir ma lecture en cours, que je vais vous présenter juste après, et après je vais enchaîner avec ce roman-là. Moi, j'aime beaucoup la plume de Julien Rampin, c'est toujours des moments très doux, très délicats, mais qui parlent de tranches de vie qui sont totalement réalistes et qui nous émeuvent du coup. Donc j'ai très 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 hâte de le lire. J'ai également reçu Partner in Crime de El Cosimano, qui est le tome 3 d'une saga de Cozy Mystery qui s'appelle Finlay Donovan et Mortel. J'ai pas le tome 2, donc il faut que je me procure d'abord le tome 2. Je l'avais demandé en fait en fin d'année, je pense, en fin d'année, l'année dernière sur les catalogues Charleston. Et je ne l'ai pas reçu. Alors souvent quand il n'y a pas assez d'exemplaires, on reçoit un mail pour nous dire bah voilà, il n'y avait pas assez d'exemplaires, on a fait une sélection, désolé, vous ne recevrez pas ce livre. Là, je l'ai pas reçu, donc je ne sais pas si c'est un oubli de la part de Charleston ou pas. Qu'importe, je me procurerai moi-même le tome 2. Avant donc de lire ce tome 3, je vous le montre surtout si vous êtes intéressé par la saga. Pour rappel, dans le premier tome, on va suivre Finlay Donovan, qui est une écrivaine qui peine un petit peu à trouver sa place dans le monde de l'édition, dans le monde de l'écriture, et qui va prendre un rendez-vous avec son agent pour discuter un petit peu de sa prochaine intrigue, sauf qu'il y a quelqu'un qui va écouter la conversation et qui va mal l'interpréter, et qui va penser que Finlay Donovan est en fait une tueuse à gages, enfin voilà, qu'elle tue des gens. Et il va y avoir un petit mot à son attention dans ce sens-là, avec une énorme enveloppe à la clé, et voilà, donc elle va être entre guillemets engagée pour tuer quelqu'un. Chose qu'elle va refuser, mais peut-être que cette personne qu'elle devait tuer va être retrouvée morte, et donc du coup de potentielle tueuse, elle va arriver à potentielle enquêtrice pour se dédouaner de ce crime. Voilà un petit peu l'intrigue du tome 1. J'avais vraiment beaucoup aimé, c'était très 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 drôle dans le sens où Fanny Donovan c'est vraiment la mère au bout du rouleau. Le tome 1 s'ouvre sur le fait que je pense que sa fille avait mis du chewing-gum dans ses cheveux, elle les avait ensuite coupés seule. Enfin, voilà, c'est vraiment la mère au bout du rouleau. Et bien évidemment que quand on est jeune maman, j'ai envie de dire qu'on s'identifie presque à Finlay Donovan. Et moi, ça m'avait bien fait rire. J'avais eu un attachement très spontané à elle. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de poursuivre
ma, ma découverte de cette saga-là. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques instants. Attention au rythme avec lequel je vais lire les Cozy Mystery là, sur les semaines ou les mois à venir. Et voilà, je voulais vous montrer cette réception. J'ai également reçu Et Viva la Vida de Sophie Jomain, une autrice pareille que j'aime bien. Alors avec Sophie Jomain, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. J'ai du mal à avoir des avis mitigés en ce qui concerne ces romans, mais je n'oublierai, je pense, jamais le coup de cœur que j'avais eu pour Sous le ciel d'Eagle Bay. Et c'est souvent en pensant à celui-ci que je demande les services de presse la concernant parce qu'elle avait fait preuve d'une telle sensibilité que j'avais rarement vue sur tout ce qui était parentalité et l'absence d'envie en fait de devenir maman et tous les jugements du coup que ça engendre, etc. Je vous lis le résumé. Porter une jupe, une robe courte ou un short, aller à la piscine sans paréo, manger gras ou trop sucré en public, chanter devant des gens, faire un bébé. La liste des choses que s'interdit Marnie est longue. Et puisque les séances chez la psy ne suffisent pas à effacer ses complexes, il est temps de se bousculer. Poussée par son entourage, elle accepte une proposition folle. Suivre Fran, une femme rayonnante et bien dans sa peau qu'elle connaît à peine, dans un road trip libérateur. Du Mont-Saint-Michel aux frontières de la Belgique, Marnie aura une semaine pour réaliser tout ce qu'elle n'a jamais osé faire et devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Sophie Jomain signe une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et l'acceptation de soi. Alors c'est un sujet qui va beaucoup me parler puisque mon conjoint travaille auprès de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et ou qui présentent une obésité. Et je sais que, enfin voilà, pour en discuter quotidiennement avec mon conjoint, je sais que ce sont des personnes qui sont victimes de beaucoup de stigmatisation et qui du coup vont en arriver à ne plus s'accepter comme elles le sont. Et on voit que c'est souvent les injonctions de la société en fait qui engendrent ce mal-être et qui du coup alimentent les troubles du comportement alimentaire, qui alimentent certaines fausses croyances aussi concernant la part de responsabilité parfois dans certaines obésités. Et du coup, j'ai à cœur de lire ce roman-là pour voir s'il est bien traité. Et s'il est bien traité, pourquoi pas en parler avec mon conjoint, en fait, de savoir est-ce que finalement une personne qui a du mal à s'accepter, hein, quelle que soit la raison, mais là, pour lui, dans le cadre d'une obésité, par exemple, eh bien, est-ce que lire ce livre-là, ça pourrait peut-être ouvrir certaines portes? Pourquoi pas? Je suis beaucoup comme ça, enfin, je suis beaucoup dans cette démarche-là, dans ma pratique professionnelle. J'aime beaucoup lire des livres ouverts, destinés au grand public pour pouvoir ensuite les proposer à mes patients. Je pense par exemple à un livre que j'avais lu sur la perception qu'on a de la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas la relation intime qu'on peut avoir avec un malade d'Alzheimer. Qu'est-ce qui reste de ses souvenirs, comment se comporter, mais c'était vraiment au détour d'un roman, mais c'était aussi très autobiographique. Et ça m'arrive aussi de le proposer aux patients, parfois aux proches aidants. Enfin voilà, je vais pas là m'étaler parce que c'est pas forcément le sujet, mais oui, j'aime bien aussi lire des romans destinés au grand public, mais qui traitent d'un sujet que j'aborde dans ma pratique professionnelle pour voir si ça peut permettre à certains patients ou proches aidants de se sentir moins seuls, de comprendre aussi le point de vue de l'autre parfois. Quand je dis l'autre, ça peut être le proche aidé ou le proche aidant. Enfin bref, je pourrais en parler très très longtemps. Mais voilà, je vais le lire très rapidement parce que c'est un livre qui me tente beaucoup. Donc voilà pour les 3 réceptions et je me suis acheté un livre. Donc je remets dans le contexte. On est lundi. Je me suis levée à 5 heures après une nuit un peu chaotique. Mais bon, je me lève à 5 heures pour prendre ma petite voiture et aller donner cours à l'Université catholique de Lille. Donc je suis très fatiguée, je donne les 4 heures de cours, les étudiants sont géniaux, c'est beaucoup d'échanges. Donc c'est chouette, mais c'est vrai que donner 4 heures de cours à des universitaires, voilà, c'est un peu fatigant. Et je dois enchaîner avec mes consultations l'après-midi, tout ça. Donc je prends la route de l'université pour aller à l'hôpital. Et puis en arrivant, je textote un peu avec Lauriane, donc du compte Cocon littéraire. Et puis elle me dit, oh, au fait, faut vraiment que tu lises tel roman. Et je dis, je l'ai vu passer sur les réseaux, tout ça. C'est vrai il a fait beaucoup parler de lui, mais ça me tente pas trop. Voilà le dit roman.
je l'ai dans les mains. Ce roman, je l'ai vu passer des centaines de fois sur les réseaux. Je suis passée plein de fois à côté de lui en librairie. Il ne m'a jamais, jamais donné envie. Pourquoi? Juste parce qu'il y a des dragons, par exemple. Moi, il y a encore quelques... Je peux même plus dire quelques mois, mais il y a encore 2 ans, je ne lisais pas du tout de fantastique ou de la fantaisie. Pour moi, c'était pas du tout fait pour moi. J'ai jamais regardé un film de fantaisie ou de fantastique jusqu'à il y a un an. Je pensais que mon imaginaire n'était pas suffisamment développé. Je pensais que j'avais besoin d'être ancrée dans le réel pour réussir à être attirée par l'intrigue. Et donc, bah, ça, c'est le pouvoir de Lauriane. C'est-à-dire que lundi à 13h20, je savais que Force Wing existait et j'en avais rien à faire. Lundi à 14h, je n'avais plus qu'une idée en tête, c'était finir ma journée de travail pour aller chercher ce roman. Et donc vraiment, c'était, elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu le lises, c'est encore, enfin, c'est génial, ça me fait penser à quand j'ai découvert Harry Potter, ça me fait penser à quand j'ai découvert Hunger Games, et je sais à quel point bah, ces sagas-là ont été importantes pour elle dans sa vie de lectrice. Et ça me fait penser à quand j'ai acheté The Prison Healer, je ne savais même pas de quoi ça parlait, j'avais pas lu le résumé, tu m'as juste dit qu'il fallait que je l'achète, et je l'ai acheté, et je l'ai lu, et je l'ai aimé, j'ai lu le tome 2 et le tome 3, elle me dit bah oui, donc du coup tu regrettes pas. Et donc là elle m'envoie des vidéos de nanas qui montrent leurs émotions en vidéo à chaud au cours de leur lecture, etc. Bref, en 10 minutes c'était plié, je n'avais plus qu'une idée en tête, c'était de me procurer ce roman. J'ai très rapidement terminé ma journée professionnelle pour aller direction la librairie qui est juste à côté de mon travail pour me procurer ce livre. Donc voilà mon achat. Je vous lis le résumé au cas où vous ne connaîtriez pas l'intrigue de ce roman, enfin de cette saga, parce que oui, merci Lauriane, c'est un tome 1 d'une saga. Rien ne prédestinait Violette Serengay à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgiat, j'ai jamais comment ça se dit, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengay, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Donc quand je lis le résumé, ça me fait tout de suite bien évidemment penser à Hunger Games, et on est vraiment dans cette vibes-là. Et eh bien je vous dirai à la prochaine vidéo ce que j'en pense. Je suis à la page 224 sur 600, sur un peu plus de 600, sachant que je l'ai commencé lundi et que clairement je n'avais pas du tout de temps pour lire cette semaine, puisque j'avais une semaine professionnelle très chargée, une semaine personnelle aussi très chargée, avec des événements familiaux qui ont été compliqués. Et pourtant, j'ai quand même lu un peu plus de 200 pages qui étaient inespérées, en sachant que, alors je sais pas si vous vous rendez compte de la police, ça c'est un petit marque-page d'un de mes patients, et du coup qui a une valeur sentimentale importante. C'est pas, enfin bref, on s'en fiche. Enfin non, moi je m'en fiche pas, mais je sais pas si vous vous rendez compte là, mais c'est écrit très très petit, c'est très serré, donc 224 pages dans cette édition-là, ça peut être, je pense, à peu près 300 pages dans une autre édition. Bref, je ne vous donne pas mon avis, il faudra regarder la prochaine vidéo pour le savoir. Alors, avant de vous montrer ma pile à lire pour le mois prochain, puisque vous savez que j'aime beaucoup en fin de vidéo vous montrer ma pile à lire du mois suivant, je vais très rapidement vous donner mon avis sur numéro 2 de David Fuenquinos, que j'ai lu également ce mois-ci. Je vous lis le résumé. En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Alors, je pense que si vous aimez Harry Potter, vous êtes peut-être déjà intéressé à ce livre-là. Si c'est pas le cas, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Alors moi, je l'ai lu parce qu'il m'a été offert par Laura, Les mots des autres. Sinon, je vous avoue que je ne l'aurais pas du tout acheté.
Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de découvrir la plume de David Fuenquinos, parce que j'avais jamais lu de roman de cet auteur. Si vous aimez Harry Potter, je pense que vous apprécierez vraiment ce roman, dans le sens où il y a une grosse partie sur la vie de J.K. Rowling, de qui elle était pardon, avant l'écriture de ce roman, dans quelle, enfin de cette série, de cette saga, comment elle a réussi à être finalement éditée. Il y a aussi tout le contexte de l'adaptation cinématographique. Enfin, il y a vraiment tout un travail sur eh bien, l'ascension de cette autrice et l'ascension de cette série, de cette saga. Donc c'est vachement chouette de se replonger dans les années 90-2000. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance parce que ça me rappelait comment dire, l'attrait que tous les élèves, j'étais au collège à ce moment-là, avaient pour la saga. Et du coup, moi, je demandais à ma maman, quand on allait faire les courses, d'acheter le tome qui venait de sortir, etc. Alors que je ne les lisais pas, en fait. C'était juste pour les avoir dans ma bibliothèque. Mais je me souviens d'avoir eu le tome 1 pendant, je dirais, quasiment 2 ans dans mon sac d'école. Je l'avais sur ma petite pochette du devant, donc le premier tome, il est complètement détruit, enfin, il est corné, la tranche est complètement cassée. Parce qu'à chaque fois, je lisais une centaine de pages et puis j'arrêtais parce que j'appréciais pas forcément. J'avais même un jeu de cartes Harry Potter, enfin... Mais en fait, c'était plus pour faire comme les autres, pour pas me sentir exclue, parce que ben, à cette époque-là, quand on aimait lire, on devait forcément lire Harry Potter. Et puis finalement, je les ai lus il y a, je dirais, 5-6 ans et j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup apprécié. Et du coup, j'ai presque envie de remercier la moi enfant qui n'a pas finalement voulu les lire pour permettre finalement à la moi adulte d'apprécier la lecture. Bref, donc il y a tout ce contexte de l'histoire de la série Harry Potter, que ce soit en livre ou en télévisuel, enfin au cinéma. Et donc du coup, on va suivre Martin qui a pas vraiment postulé en fait pour être Harry Potter. C'est plutôt que son père en fait travaille dans le cinéma, donc il est là sur les lieux de tournage, etc. Et c'est le réalisateur en fait de l'adaptation d'Harry Potter qui va venir vers lui en disant mais t'es vraiment la personne qu'il me faut pour incarner Harry Potter. Et donc du coup Martin va faire les castings mais il ne va pas être choisi. Et ça va avoir une incidence monumentale sur sa vie globale. C'est-à-dire que il va se construire autour de cet échec vraiment sur le plan identitaire. Et donc il va se voir vraiment comme un éternel loser. Il va avoir l'impression que tout ce qu'il vit eh bien, est à l'image de son échec, est à l'image même de cet Harry Potter qui est orphelin, que tout le monde déteste. Et voilà, il va construire vraiment sa vie autour de ça, au point même où ça en devient pathologique. Alors on le stipule pas vraiment, mais parce qu'il va avoir un psy à un moment donné, puis il arrête un peu son suivi. Mais voilà, tout ce qu'il va mettre en place, toutes les fausses croyances, etc., ça va avoir attrait quand même à de la pathologie. Et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, et j'ai aussi beaucoup apprécié le dénouement de cette histoire. Alors, ça fait 270 pages, c'est très rapide à lire, mais l'auteur a fait un petit clin d'œil au fait que parfois on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, et quand on va de l'autre côté du coup de la parcelle pour aller voir cette herbe qui nous semblait si jolie, eh bien le terrain a également des défauts qu'on ne voit pas forcément quand on est de l'autre côté. Et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil et j'ai beaucoup apprécié. Ça sera pas un coup de cœur, j'irai peut-être pas forcément vers la plume de David Fuenquinos une deuxième fois. Mais voilà, ça a été un bon moment de lecture et j'ai surtout apprécié, je vous dis, tout ce qui est finalement construction identitaire sur l'échec. Voilà donc pour mes avis au niveau du mois de janvier. Et donc maintenant, j'ai envie de vous présenter ma petite pile à lire pour février, en sachant bien évidemment que je ne la respecterai pas, qu'elle n'est pas exhaustive, que il y a certains livres de cette pile à lire que je ne lirai pas. Il y en a d'autres que je vais lire et qui ne sont pas dans les livres présentés. Bref, ça va vivre, hein, ça va vivre sa petite vie, cette pile à lire. Donc voilà ce que j'aimerais lire en février. Je vous ai dit janvier. Voilà ce que j'aimerais lire pardon, en février. Donc il y en a que je vous ai déjà présenté, par exemple La Sœur disparue. Ça, je vais le commencer en audio, mais je pense sincèrement pas que je le finirai sur le mois de février. J'ai pas assez de temps d'écoute sur le mois pour le terminer.
Je sais même pas combien il fait de pages. Ah ouais, pouf, il fait plus de 900 pages, voilà, un petit pavé. Je vous ai également présenté, du coup, c'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin que je vais lire également sur le mois de février. Ça, pour le coup, c'est sûr. Il fait 250 pages. C'est écrit de manière plutôt aérée. Et je sais que Julien Rampin, c'est le genre d'auteur que je peux lire en 2 ou 3 jours, malgré mon rythme actuel, parce que vraiment, j'adore. Son dernier, quand j'avais un bon rythme de lecture, selon mes critères, attention, hein, je l'avais lu en une journée, parce que vraiment, j'avais pas su le lâcher. Je l'avais lu en one shot avec, je pense que je l'avais d'ailleurs lu avec Laura. Enfin, son avant-dernier, parce que son dernier, je l'ai lu en tant que lectrice Charleston, il me semble. Mais ouais, j'avais vraiment adoré. Bon, pas de surprise, donc du coup, je vais lire Fourth Wing de Rebecca Yarros, pardon. En fait, je suis déjà en train de le lire, hein, donc on peut dire que celui-ci sera lu. Je vais également lire Le couple qui défiait les nazis d'Elie Midwood. Celui-ci, en fait, je l'avais eu dans mon partenariat Faubourg Marigny, donc j'aurais déjà dû le lire l'année dernière, mais c'est le seul que je n'ai pas pris le temps de lire. Et donc du coup, ce sera chose faite ce mois-ci, puisque je l'ai proposé en lecture commune dans le cadre du Read Together. J'avais à cœur, voilà, de le proposer en lecture commune. Je me suis dit que j'avais du mal en fait à le sortir de ma pile à lire, et que peut-être que le fait de le lire avec d'autres personnes, ça me donnerait vraiment l'initiative de le lire. Il fait quand même plus de 400 pages, donc une belle brique quand même. Je vous lis juste le bandeau parce que les résumés de Faubourg Marigny sont assez longs. L'histoire vraie d'un jeune couple allemand à l'origine de la création de l'Orchestre Rouge, l'un des plus importants groupes de résistance aux nazis. Voilà, et je vais également essayer de lire ces 2 romans, donc Winter House Hotel qui est un tome 1, voilà, hein, Manon, toi qui dis que t'en as assez des sagas, arrête d'en commencer s'il te plaît, puisque juste sur le mois de février, tu vas en commencer 2, donc arrête ça, ou sinon arrête de te plaindre, je sais pas, fais quelque chose, sois cohérente. Donc là, c'est Winter House Hotel qui est un tome 1, envoyé à l'hôtel Winter House pour les vacances de Noël. Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winter House est un hôtel fabuleux, niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là, car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winter House. Alors comme ça se passe à Noël, il faut vraiment que je ne tarde pas à le lire. Il va y avoir des belles illustrations. Parce que je suis quand même une lectrice saisonnière, et du coup, ça va m'embêter de le lire si on commence à avoir un peu trop de soleil. Alors je vais en vacances à la montagne la semaine, pas la semaine prochaine, dans une semaine, je pars dans une semaine. Donc peut-être que je le prendrai pour mes vacances au ski. Et ensuite, j'ai envie de lire 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. C'est un livre que j'ai reçu des éditions Robert Laffont, puisque je suis partenaire avec eux cette année. C'est bien évidemment une réédition. Alors j'avais vraiment envie de découvrir la plume de Stefan Zweig et eh bien l'illustration, s'il vous plaît. Pénélope Bagieux, voilà. J'adore cette illustratrice et j'adore la femme qu'elle est. Donc édition collector, tirage limité, il est au prix de 9,90, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Il n'y a pas de résumé derrière, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, mais il y a longtemps, quand j'ai eu le catalogue. C'est écrit de manière assez grand, donc je pense que ça va pas être très long à lire. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il fait 150 pages, donc ça peut aller très vite. Donc pareil, je me le prendrai peut-être pendant les vacances, ou alors peut-être au travail sur mon temps du midi, lire quelques pages, ça fait toujours du bien. Donc voilà un petit peu pour ma pile à lire de février. Juste pour clôturer cette vidéo, mais vraiment juste pour clôturer, regardez la petite beauté. C'est Laura, Les mots des autres, qui m'a offert un petit kit de construction. Alors je sais plus comment ça se dit, Booknood, je ne sais plus, qui m'a offert ce petit kit de construction pour Noël. Et je l'ai fait du coup le week-end dernier et j'adore. Je trouve ça très joli. Bon, il faut pas être très manuel hein, pour le faire, sincèrement. Il faut juste un petit peu de patience. Je l'ai fait, je pense, en 1h30. Et vraiment, j'ai adoré le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas m'en offrir d'autres. Parce que vraiment, j'adore. Et dans une bibliothèque, ça fait toujours très joli.
Voilà, j'avais juste envie de vous montrer ma petite construction dont je ne suis pas peu fière. Écoutez, je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une petite pile à lire, par exemple, pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à me parler de vos lectures en cours, des derniers coups de cœur que vous avez eus. N'hésitez pas non plus à répondre aux petites questions que je vous ai posées au fur et à mesure de la vidéo, si c'est par exemple par rapport aux sagas littéraires, si c'est, ça peut être aussi par rapport à la saga des Sept Sœurs, où est-ce que vous en êtes, quel a été votre tome préféré, etc. Bref, n'hésitez pas à être dans l'échange, puisque ces vidéos n'ont de sens que si elles créent de l'échange avec vous derrière. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle soirée en fonction du moment de visionnage et surtout je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.